femme, c'est la chanson la plus rare peut-être aujourd'hui, parce qu'elle n'existe pas en version studio, c'est une captation live sans public, en tout cas d'un film paru à la DVD qui s'appelle Parfum d'Acacia au jardin. La chanson précédente, Full Woman, issue en 2002 de l'album Musique et sa femme, est l'une des plus connues, une des chansons les plus connues de Jean-Louis Murat, qui est probablement la plus streamée sur la plateforme. Si je fais erreur, c'est à une ou deux chansons près. Et la précédente, Tout m'attire, issue de l'album Babel en 2014, qui est un album qui a une spécificité, c'est que Jean-Louis Murat s'était entouré d'un assez trapu, on va dire, un quartet, Elado Orchestra, qui a par ailleurs sa propre discographie, originaire de Clermont-Ferrand. Ils ont travaillé ensemble sur cet album en 2014, qui est l'un des gros marqueurs de cette discographie. Vous aurez remarqué que l'amour sous absolument toutes ses formes et façons de vivre est central dans à la fois les 4 premières chansons que j'ai entendues, mais aussi dans l'œuvre de Jean-Louis Murat, sur l'amour, et aussi sur le crash territorial, on en parlait tout à l'heure, il est aussi sur l'inquiétude qu'on peut ressentir à telle ou telle époque dans laquelle il a vécu et sur lesquelles il a écrit. Par exemple, je parle de l'album Le Moujik et sa femme, c'est un album qui est très 11 septembre, on va dire, très post-11 septembre. C'est, je crois, le fil rouge de quasiment toutes les chansons de cette setlist. L'amour, l'amour pendant, l'amour après, l'amour comme un ressenti, l'amour quasiment de façon philosophique, l'amour physique, absolument la rupture évidemment, mais aussi l'amour qui se savoure. Et je cherche le mot, je ne l'ai plus en anglais. Je vous révèle que la chanson suivante sera Amour n'est pas querelle, donc l'amour n'est pas un combat, loin de là. J'ai une question pour Yann. Donc là, on a la chance d'entendre ces chansons très dépouillées, très acoustiques. Et les versions originales des 3 chansons qu'on peut poser ont été enregistrées, l'une en trio, l'autre en quartet, l'autre en live. Comment aujourd'hui décidait-il qu'à telle ou telle période de sa discographie, il allait avoir un son très brut, où il allait jouer la plupart des instruments, il peut s'autoproduire à la maison, ou au contraire partir avec des musiciens, soit qu'il découvrait, soit qui étaient ses fidèles, avec des groupes aussi bien en tournée qu'en studio, qu'il affectionnait aussi. Comment il décidait l'album suivant, par exemple, serait quelque chose de très collectif, on aurait centré sur lui. Alors, il y avait parfois des travails un peu cycliques, parce que là on vient de parler, on entend beaucoup de femmes, qui est sur l'Acacia, qui est un album en fait qui a été préparé. Alors c'est difficile de dire que c'est un album, c'est vraiment, je trouve vraiment un événement artistique presque qu'il a voulu comme étant le prolongement de la tournée précédente, la tournée et donc en entraînant quasiment son groupe, ses musiciens, en essayant de tirer ce qu'il y avait de plus essentiel dans leur jeu pour arriver justement à cette production qui était Parfum d'Acacia. Et donc qui se voulait aussi une œuvre audiovisuelle. Alors là, où c'est un petit clin d'œil, c'est que par rapport à ses essais dans le cinéma, il a toujours eu horreur du cinéma parce que le cinéma, il s'y essayait donc il trouvait qu'il y avait trop de temps mort et puis ce qui l'intéressait, c'était plus de passer derrière la caméra. Et alors pour la petite histoire, c'est que c'est Duncan qui réalise, donc un réalisateur de cinéma, de télé, qui a fait notamment Boruch, avec Jackie Nicole, et donc qui s'est retrouvé totalement fou, très ficelé par mon père, parce que mon père avait prévu tous les plans. Tous les plans, il les avait écrits à l'avance, et Duncan s'est retrouvé en simple exécutant. Donc ça a été un peu tendu, toute la captation. Il disait, mais il y a de la chance. En fait, en même temps, il passe derrière la caméra, il est l'acteur principal, il a ce jeu qui est exceptionnel, et vous avez bien c'est un de mes duos préférés, il a ce jeu entre Camille et mon père, c'est extrêmement cinématographique, c'est une très belle œuvre. Alors pour revenir à ta question, parce que je suis étant universitaire, je suis assez spécialiste pour ne pas répondre à la question qu'on m'a posée, je reviens quand même à l'origine. Oui, comment il le décidait? Il y avait finalement l'intention toujours de faire quelque chose de différent.
que je n'avais pas compris après coup, parce qu'on était systématiquement dans une effervescence créatrice et d'un album sur un autre album, etc. J'ai jamais eu l'occasion de parler de ce point avec lui, mais je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait une véritable cohérence dans l'ensemble de cette discographie. Et que ces disques s'enchaînent, mais ils s'enchaînent comme si on enfilait des perles, c'est-à-dire vraiment de façon extrêmement cohérente. Je ne sais pas comment il décidait, c'était aussi des envies, c'était lié aussi en fonction de l'état d'esprit à des moments donnés. Moi, je le voyais bien comment les disques se préparaient. Moi, je n'étais pas surpris lorsque j'ai entendu la maquette, le fait de ce qu'il m'avait envoyé comme musique en amour de ce qu'il écoutait. Donc il y avait aussi une interaction entre la musique qu'il écoutait à un moment donné et la disque qu'il avait envie de faire. Peut-être que c'est la musique qu'il écoutait qu'il avait envie de faire tel ou tel disque. Voilà, donc il y avait une certaine dynamique. La musique est un véritable compagnie, l'écriture aussi pour le faire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a gardé pour lui. Je ne peux pas arrêter pourquoi il a effectivement enchaîné comme ça tel album, une tournée avec un enregistrement qui est en condition de live, mais qui tend quand même être un enregistrement un peu studio, mais même si c'est en condition de live. Après enchaîner sur un autre disque, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé poser la question. C'est un peu ce type de bouquin aussi, hein, de ce qu'on a pu se dire. Et effectivement, c'est quelque chose que j'aurais bien comprendre. Comment il a réussi à construire cette œuvre tout en étant dans une volonté d'aller vite. Le syndrome du mec qui part en retard, quand on disait 37 ans, hein, sur quand on a 37 ans, on est sur son premier succès, le temps, les années qu'on voilà, en se disant, si je veux construire une œuvre, il faut aller très vite. Donc lui, après, aller très vite. Peut-être pas le deuxième album, parce qu'au contraire, il était très long et il a été accouché dans la douleur. Mais après, par la suite, ça a commencé à prendre une cadence extrêmement rapide. Et même c'est l'industrie du disque qui l'a gagné, parce qu'il était en capacité de pouvoir sortir deux albums par an. Si on avait eu la possibilité qu'il nous sortir encore plus. Et donc voilà, d'alterner donc avec des tournées, avec des albums studio. Il aurait aimé faire des albums avec beaucoup plus d'ambition. Je sais que National 89, il aurait bien aimé écouter suite à National 89 dans cette côté disruptif, mais il n'est pas allé plus loin parce qu'il a senti qu'il y avait aussi cette interaction avec son public, que son public il avait un peu perdu avec National 89. Je vous conseille d'ailleurs de le réécouter maintenant, et vraiment c'est un album qui est très remarquable, assez remarquable. Et donc après qu'il se recentrait, sans se vendre au business, il s'est recentré sur d'autres choses pour ensuite après aller etc. Il y a une cohérence, il y a une interaction aussi avec son public, il y a des interactions aussi dans les tournées, parce qu'il a fait beaucoup de tournées, il allait beaucoup au contact du public. Ce qui l'intéressait, c'est de savoir comment son public recevait aussi ce que lui donnait sa musique, ses textes et son interprétation. Parce que c'est aussi concerts, c'est 400 titres. L'œuvre de mon père, 500 concerts, 27 albums. Donc voilà, et il y a toujours eu cette interaction. Il y a toujours eu cette interaction. Et ce besoin de rencontrer son public. Et en parallèle, cette volonté de ne pas être avant-gardiste, de faire la musique sans rencontrer son public. D'être avant-gardiste, l'avant-gardiste n'est pas Merci.